40 000 euros, c'est ce que m'a coûté une toiture. Pas un immeuble, pas un appartement, une toiture. Et le pire, c'est que j'aurais pu l'éviter. Après 6 ans d'expérience, plus de 13 millions d'euros investis et plus de 1000 biens analysés, j'ai une certitude, l'immobilier récompense ceux qui passent à l'action. Bienvenue dans la Fabrique des investisseurs, le podcast de ceux qui décident pendant que les autres hésitent. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs. C'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une mésaventure qui m'est arrivée en tout début de ma carrière d'investisseur en 2020 quand j'ai démarré du coup à investir avec ma femme. Alors dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de ma méthode DPI, acheter au bon prix avec le bon coût de projet total. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui va se passer quand tu ne le fais pas. C'est un épisode que j'aurais pu ne jamais enregistrer parce qu'il n'est pas hyper glorieux, hein. Mais bon, l'idée c'est que ça t'évite toi aussi potentiellement de faire la même erreur. Donc j'ai décidé de lever le voile. Alors même si j'en ai déjà parlé sur des épisodes précédents, hein, au bout de 150 épisodes à travers ce podcast, j'ai déjà évoqué ce sujet de ma toiture amiantée. Néanmoins, j'ai jamais fait d'épisode dédié, donc on va se replonger dans le contexte de l'époque. Je vais te raconter tout ce qui s'est passé, pourquoi j'ai merdé et les leçons que j'en ai tirées. Voilà, hein, parce que à chaque aventure, mes aventures surtout, il faut tirer des leçons, donc c'est parti. Alors ce que je te propose, c'est de remonter quelques années en arrière en 2020. Alors j'aurais pu faire le bruit. Hop, on retourne en 2020. Donc, faut savoir que le Jérôme de l'époque, il est opticien, que le Jérôme de l'époque, il est malheureux dans son travail et qu'il a trouvé la solution de s'échapper de son travail, à savoir développer des revenus passifs à travers l'immobilier et à travers du cash flow. Donc, c'est avec toute cette motivation, cet espoir hein, finalement, que je fonce dans le monde de l'investissement immobilier. Alors à l'époque, mon pédigré, ou du moins ma formation, c'est pas grand chose. C'est la formation de Christopher Wangen à l'époque, donc qui a le mérite de m'apprendre en fait les grandes lignes, ok, mais pas grand chose de plus. Et ensuite, je fais partie d'un mastermind d'investisseurs bretons, on va dire. Et en fait, on a un petit groupe de 10 qui avons la volonté et l'ambition finalement de vraiment faire un gros patrimoine immobilier. Et pour la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà. Donc moi, je suis très pressé à l'époque. Je veux que ça aille vite. Il faut vraiment se mettre dans mon contexte psychologique de l'époque. Je suis malheureux, je suis enfermé. J'ai 31 ou 32 ans, je sais plus trop. 30 ou 31 même. Et en fait, il faut que ça aille vite, tu vois. J'ai vraiment cette douleur au fond de moi, cette boule au ventre de me dire, putain Jérôme, ça fait 11 ou 12 ans que tu es opticien, tu gagnes encore 1700 balles. Cette vie, c'est plus possible. Alors, j'étais pas dans des conditions de travail difficiles, hein. Je travaillais au chaud, voilà, je côtoyais des clients, c'était agréable. Mais en fait, j'avais fait le tour de mon métier, j'avais pas de perspective d'évolution et j'avais vraiment cette sensation d'être en prison. C'est vraiment ce mot-là qui est assez fort. C'était vraiment mon ressenti de l'époque. Et donc, il fallait que cet investissement, il fallait que ça aille vite. Donc, j'ai décidé du coup de prendre du risque. Donc, je vais te passer toute ma phase de recherche, mais finalement, je trouve un immeuble de rapport. Donc, sur un secteur que je connaissais pas plus que ça, mais parmi le groupe d'investisseurs, notre référent, on va dire, notre coach, il était de là-bas. Et donc, il m'avait confirmé le fait que c'était une petite pépite, etc., etc. Donc moi ce qui m'a séduit déjà c'est la validation de quelqu'un qui était plus expérimenté que moi pour démarrer c'est un gros bébé, hein. C'est un gros bébé, c'est un immeuble de 6 appartements donc qui fait au sol je crois que c'est 260 mètres carrés qui est vraiment dans son jus, vraiment. Il y avait un appart qui avait été à moitié squatté, enfin bon bref, il y avait des punks à chiens qui vivaient là-dedans, c'était pas très reluisant quoi. Mais l'emplacement à l'époque on me dit qu'il est pas déconnant et puis surtout que le prix est assez intéressant. Donc il était affiché 210 000 euros net vendeur et moi j'avais prévu une enveloppe je crois de 120 ou 130 000 euros
quelque chose comme ça, pour un total d'emprunt bancaire à 340 000 euros. Donc en soi, comment dire, les diag à l'époque, je les reçois à travers l'agence, mais je vais te dire que j'y prête pas plus attention que ça. Je fonce vers cet investissement comme si j'achetais une baguette de pain, vraiment, hein, que j'achète un immeuble et que j'en ai pour 340 000 euros ou j'ai envie de te dire un studio. Je mets pas plus de vigilance que ça. Tout ce qui est le structurel, le gros œuvre, personne me dit, entre guillemets, fais attention à ci ou fais attention à ça. Le discours de l'agence immobilière, c'est, bon bah voilà, il y a des Velux à changer sur la toiture. On a fait passer un couvreur, il y en a pour, c'était 14 000 euros à l'époque. Et moi, je m'en tiens là. Jamais je monte sur la toiture vérifier, jamais je vais vérifier la charpente ou quoi que ce soit. Rien de tout ça. Bref, donc, en soi, j'avance, je fais mes devis de rénovation intérieure, ça passe. J'ai, ce devis travaux pour les Velux, ok. Et je prévois une marge de manœuvre supplémentaire au cas où il y a des inconvénients et des imprévus plutôt. Donc jusque-là, entre guillemets, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. J'ai mon enveloppe travaux qui est cohérente, j'ai ma marge de manœuvre, j'ai mon prêt, je fais mon financement, etc. Et en fait, chez le notaire, alors je ne sais plus si c'est au moment de la signature du compromis, sans doute, hein, je pense que c'était ça. Le notaire nous met en garde sur le fait qu'il y ait de l'amiante sur la toiture. Est-ce qu'on l'a vu ? Alors, moi, je n'ai aucun souvenir de ce discours-là. Ma femme s'en souvient. Et je pense qu'il y a une partie de mon cerveau qui a complètement oublié ça ou qui n'a pas voulu entendre cet, avertissement. Et bref, je passe à travers. Je n'ai aucune idée, même si on me l'évoque. Et franchement, hein, je suis honnête, hein, je ne me souviens absolument pas qu'on m'ait parlé de ça. Bon, bref, peu importe. Et moi, je suis tellement, de toute façon, obsédé avec cette idée d'avancer, investir et avancer vite que voilà, je pense que mon cerveau, il s'était conditionné à avancer et que je me suis mis des œillères ou quoi que ce soit. Bref. Ma femme aurait tendance à dire que le notaire nous avait averti que la toiture était amiantée. Et par contre, là où moi je suis sûr, c'est que l'agence immobilière, à aucun cas, elle nous parle de cette amiante-là, à aucun cas. Et mon référent coach expert de l'époque, pareil, il passe à travers, soit il vérifie pas avec moi, enfin bon bref, peu importe. On a une mauvaise analyse des diagnostics, on a une mauvaise analyse de cette partie de gros œuvres qui est primordiale quand on achète un immeuble de rapport et on passe à côté de cette toiture amiantée. Je pense qu'à l'époque, j'étais tellement obnubilé, on va dire, par les chiffres de l'immeuble, hein, parce que c'est sur un premier achat, ça tourne à 11 ou 12%, avec plus de 1 000 euros de cash flow mensuel. Donc c'est des beaux chiffres, hein, et moi, dans cette optique de vouloir aller vite et de m'extraire du salariat, ça coche vraiment toutes les cases. Donc je pense que c'est pour ça que mon cerveau, il a pas vu tous ces éléments. Donc au moment de démarrer les travaux, donc je refais passer le couvreur qui avait fait le devis avec l'agence immobilière et le gars, donc on commande les Velux et tout. On commande, hein, je me revois passer la commande chez le roi Merlin et donc on se fait livrer, etc. Où il va les chercher, je sais plus. Et au moment de démarrer le chantier, il me rappelle, il me dit Monsieur Rubin, j'ai un gros problème. C'est que j'avais pas vu que la toiture était amiantée en dessous, j'ai pas l'habilitation. En gros, dites-vous qu'il y avait il y avait une toiture amiantée, un espèce de bac acier par-dessus. Donc en fait, c'était pas visible vraiment, c'était visible sans l'être en fait, fallait vraiment soulever les tôles, etc. Et c'est pour ça qu'il est passé à travers, ou du moins c'est le prétexte et la justification qu'il m'a donné. Et donc il me dit je peux pas prendre le chantier, j'ai pas les habilitations, etc. Et là, douche froide. Parce que je me retrouve avec un projet qui va être à l'arrêt. Bon, les Velux, je me suis fait rembourser, etc. Je les ai renvoyés avec les raccords, etc. Et là, je commence à faire venir d'autres professionnels pour me refaire un devis, parce que le précédent couvreur m'explique qu'en fait, c'est toute la toiture qui doit changer, quoi. Et donc là, je commence un petit peu à déchanter, des petites gouttes de sueur froide dans le dos, etc. Je fais passer, en plus, donc le projet, il est à 1h15 de chez moi.
Et donc ça, c'est toujours relou d'organiser des rendez-vous, on va pas se mentir. C'est pour ça que je dis toujours à mes élèves, attention à la distance de votre chantier, ne négligez pas les allers-retours, ne négligez pas la fatigue physique et mentale. Je sais de quoi je parle. Et du coup, je fais venir d'autres entreprises, donc du secteur, qui se déplacent. Et en fait, 1, 2, 3, 4 rendez-vous, à chaque fois le même son de cloche. Chantier complexe, accessibilité compliquée, etc. Ils veulent pas le chantier. Et ça dure 1 mois et demi, 2 mois. Et là, je fais putain, c'est la merde. Et je me revois encore à l'époque. Franchement, j'en ai fait des nuits blanches. Hein. En plus, à l'époque, je venais d'être papa. J'avais mon petit Paul qui est né au 16 août. Le dossier, on l'a acheté début juillet, etc. Donc, il y avait vraiment plein de choses qui s'en mêlaient. Donc c'était une période pas facile, vraiment une période de pas mal de remises en question. Et je m'en voulais d'être passé à côté de ce truc-là si énorme en fait, d'avoir fait confiance à l'agence en fait, parce qu'il y avait également beaucoup de ça. Elle m'avait dit qu'il y avait entre guillemets que des Velux à changer. Bon, ben voilà, moi j'ai fait confiance quoi. Je suis pas allé plus loin dans mon expertise, on va dire. Et au fond de moi, j'avais quand même un mantra. Et c'est vraiment ce qui m'a fait tenir à l'époque. Et c'est pour ça que quand je démarre des accompagnements, je pousse les élèves à visualiser là où ils vont aller, leurs objectifs, mettre leurs rêves, etc. Toute cette partie de développement personnel qui peut paraître, quand on n'est pas habitué, assez inintéressante. Enfin voilà, on voit pas forcément l'intérêt. Mais moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de tenir parce que j'avais un mantra où je me disais, Jérôme, t'en rigoleras dans 10 ans. T'en rigoleras dans 10 ans, tu sais où tu veux aller et t'en rigoleras dans 10 ans. Et ça, je me le disais à chaque fois que c'était dur. À chaque fois que c'était dur, je me le disais. Et quand tu te réveilles au milieu de la nuit, ou pas, parce que tu rêves de ça, tu cauchemardes de ça, ou alors quand il est 2h du mat et que tu t'es pas endormi parce que tu te demandes comment tu vas faire. Voilà, moi c'est vraiment ce mantra qui m'a permis de tenir. Donc j'ai poursuivi mes investigations, j'ai fait les réseaux sociaux, c'était un groupe Facebook à l'époque. Et sur ce groupe Facebook là, je tape recherche couvreur dans le 22, etc. Et j'ai un gars qui me répond, moi j'en ai un bien, il m'a sorti de la merde, un chantier très compliqué, il me passe son numéro, je l'appelle, je le fais passer, David il s'appelle, et David il m'a sorti de la merde, il a vu mon chantier, il m'a dit moi, il a bien vu ma détresse entre guillemets, il m'a dit moi je vais te le prendre ton chantier, alors il m'a allumé en tarot hein, je pense, un peu plus que ce que ça aurait potentiellement dû coûter, mais il y avait quand même vraiment du boulot. Donc voilà, 40 000 euros au global, cette toiture, alors que à la base j'avais des devis pour 15 000 euros. Alors dans les 40 000, il y avait les Velux aussi, mais le plus important, c'est ce que j'en ai tiré comme leçon. La première leçon, ça va être évidemment de rien laisser à la légère en fait. Aujourd'hui, vous devez monter en compétences, vous devez devenir des killers sur l'estimation de travaux, sur l'analyse du produit, sur voilà l'aspect entre guillemets structurel d'un immeuble. Alors vous devez être en capacité de reconnaître ce qu'on appelle les red flags, des choses qui vont faire en sorte que le projet il est rentable ou pas. Et si vous avez des doutes, vous faites passer des experts, des couvreurs, des charpentiers, des maçons pour des fissures, etc. Vous pouvez pas y aller au doigt mouillé comme moi je l'ai fait à l'époque. Donc ça c'est vraiment la première chose, devenir très fort dans la partie travaux, ou du moins vous entourer de personnes qui sont compétentes, ce qui n'a pas été mon cas à l'époque. J'y suis allé au doigt mouillé entre guillemets, j'ai fait confiance à l'agence. La deuxième chose, ça va être toujours prévoir l'enveloppe travaux. Alors je vous le disais, j'avais dans mon malheur, j'avais quand même pas trop mal fait les choses. C'est que j'avais une enveloppe supplémentaire. Je devais avoir 25-30 000 euros en plus. C'était sur des travaux au cas où. Voilà, je les ai cramés finalement dans la toiture dès le début. Donc ça n'a pas eu de conséquences financières sur moi parce que j'ai pas dû débourser de ma poche et fort heureusement parce que j'aurais pas été en capacité à l'époque de le faire. Mais néanmoins, ça m'a coûté en temps parce que pendant 6 mois, je voulais en fait à la base déléguer toute la partie pose de sol, peinture, etc. Ça faisait partie de mon devis initial. Et en fait, je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait avec mes proches et pendant 6 mois, tous les week-ends, j'y suis allé jusqu'à janvier-février 2021.
pour justement rattraper entre guillemets ma connerie de toiture et comment dire, voilà, pas avoir à mettre de ma poche. Donc j'ai sacrifié mon temps personnel. Et enfin, le rendement affiché sur l'annonce, c'est pas forcément la réalité. Le seul rendement qu'il y a, c'est celui après tous les travaux, y compris ceux que tu vois pas. C'est pour ça que je suis assez vigilant également avec les élèves sur le fait d'acheter des biens qui sont loués, sur lesquels il y a une renta à l'instant T qui peut paraître intéressante, sauf que quand tu creuses et que tu mets tous les travaux que tu devras faire à la sortie des locataires pour leur mettre des choses en l'état, en fait tu te rends compte que la renta elle est plus du tout la même. Donc ça, c'est quelque chose de primordial. Donc une autre leçon, c'est forcément les travaux que tu vois pas sont ceux qui te ruinent. Hein. La plupart des débutants vont regarder cuisine, salle de bain, peinture, mais les vrais coûts cachés, comme je te l'ai dit, c'est la toiture, la charpente, potentiellement l'assainissement, une grosse remise électrique aux normes, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, alors bien sûr, il faut que tu puisses être en capacité d'estimer tes travaux de secondes œuvres et peu coûteux relativement facilement et tu n'auras pas beaucoup de mauvaises surprises là-dessus. Parce que c'est des choses qui sont visibles. Les choses qui sont entre guillemets plus techniques ou invisibles, je reprends même l'exemple d'une cave et d'une humidité, encore une fois, sur un poste d'immeuble de rapport, c'est ça qui va devenir le plus coûteux. Et enfin, faut comprendre qu'une galère ne tue pas un investissement, mais un mauvais achat peut tuer un investisseur. Est-ce que ces 40 000 euros de toiture m'ont ruiné ? Non, parce qu'encore une fois, malgré cette galère, ça reste un bon investissement. J'ai pas perdu de rentabilité, j'ai perdu du sommeil, mais j'ai pas perdu d'argent. Le prix de base était finalement suffisamment bon également et suffisamment bas par rapport au prix de marché pour faire à l'époque un investissement rentable. Alors j'avais pas du tout cette logique à l'époque de prix d'achat plus travaux inférieur ou égal au prix de marché, mais néanmoins dans mon malheur j'ai quand même pas trop mal fait les choses parce que le bien était quand même décoté, le vendeur était pressé, il était à 3-4 heures, il avait des galères sur son projet, bref. Donc ce que je te disais dans les épisodes précédents, c'est que si tu achètes un bien, même si ça merde et ça va merder car c'est de l'immobilier, l'idée c'est pas que ça merde forcément, mais c'est toujours d'avoir une longueur d'avance. Et il faut toujours avoir une longueur d'avance et c'est primordial et c'est quelque chose qui se développe encore une fois avec l'expérience. Moi depuis 6 ans maintenant, je suis professionnel de l'immo, plus de 1500 visites de biens, 15 millions d'euros d'investis, donc j'ai cette expérience et cette expertise qui me permet de prendre une longueur d'avance sur chaque dossier, d'anticiper un maximum de choses, même si des fois ça devient rare, mais il y a toujours des petits trucs que tu te dis putain, ce truc-là je l'avais pas vu venir, je l'avais jamais vu, etc. Mais toute mon expérience aujourd'hui, pour mes élèves, c'est du pain béni parce que sur chaque projet qu'ils vont me présenter, je sais déjà quoi leur dire sur les points de vigilance, quoi. Donc ça permet déjà d'éliminer beaucoup de possibilités de se tromper. Donc il y a un proverbe qui dit mieux vaut fait que parfait déjà. Alors au pire tu te plantes vraiment, le temps rattrapera ta bêtise sur du locatif. Et moi je préfère un investisseur qui va bien acheter son produit avec une vraie logique et qui va peut-être galérer un peu sur son chantier mais qui aura anticipé les choses parce qu'il a son enveloppe travaux supplémentaires en cas de surplus, tu vois. Ou alors un chantier qui va être un petit peu plus long que prévu parce que la fluidité artisan n'est pas parfaite. Plutôt qu'un artisan, n'importe quoi. Plutôt qu'un investisseur qui va mal acheter au-dessus du prix de marché, par exemple, et qui va avoir un chantier parfait. Car dans le premier cas, l'investisseur va gagner de l'argent et dans le deuxième cas, il va perdre de l'argent. Donc, si tu as peur des travaux aujourd'hui, c'est normal. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que les travaux ne sont pas ton ennemi. Ton ennemi, ça va être les travaux que tu vois pas. Donc, il faut que tu puisses adopter les bons réflexes, c'est pas compliqué, il y a quelques trucs à vérifier et tu vas pouvoir éviter 80-90% des mauvaises surprises. Et si malgré tout tu as une galère, une toiture, une mauvaise surprise, si tu as bien acheté à la base, tu vas absorber cette galère et c'est ça le filet de sécurité de ma méthode DPI. D'ailleurs, si ton conjoint, ta femme, ta conjointe, ton associé, peu importe, te dit que et si les travaux dérapent, qu'est-ce qu'on fait ? Fais-lui écouter cet épisode parce que la réponse c'est oui, ça peut arriver, ça m'est arrivé, mais quand tu achètes bien, ça reste gérable. C'est pas un risque qui va être finalement incontrôlable, c'est un aléa que tu vas intégrer dans ton calcul. Donc
En résumé, moi, si je retourne en arrière, 6 ans en arrière, 40 000 balles sur un toit, ça pique. Mais finalement, j'ai commencé dans la difficulté et ça a été peut-être la meilleure leçon de ma carrière d'investisseur. Parce que depuis, je regarde toutes les toitures et même celles quand je suis en vacances au Pérou. Donc, si tu veux voir comment je visite un bien, ce que je regarde en premier, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Je te partage mes visites, mes stories en story. Je te partage mes opérations de marchand. Bref, tu me suis dans mon quotidien d'investisseur immobilier professionnel. Dans le prochain épisode, accroche-toi bien, sois bien au rendez-vous. Je t'emmène avec moi analyser un immeuble que je viens d'acheter. Ce seront les vrais chiffres, le vrai prix, le vrai budget travaux. C'est la méthode DPI en action, pas en théorie. Donc, on se retrouve très rapidement dans ce nouvel épisode. Encore une fois, abonne-toi à ce podcast et partage-le à quelqu'un qui a peur de faire des travaux. On se retrouve très très vite. C'était Jérôme. Bye bye.